Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. Je suis le docteur Antoine Spagna, médecin généraliste et directeur médical de deuxièmeavis.fr. Et j'aurai le plaisir d'animer cet échange pendant les 3/4 d'heure qui suivent. Ce soir, le thème, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Comment reconnaître les premiers signes? C'est un thème qui parle autant aux généralistes qu'aux kinés, qu'aux infirmiers, qu'aux pharmaciens. Et parce que la polyarthrite rhumatoïde en 2026 n'est plus celle que nous avons connue il y a 20 ans ou à l'époque de nos études, le diagnostic s'est précisé, la prise en charge s'est codifiée et surtout la fenêtre d'opportunité thérapeutique maintenant se joue très tôt et notamment au cabinet du médecin qui peut intervenir en premier recours. Ce soir, pour en parler, nous avons la chance d'accueillir un véritable expert, le professeur René-Marc Flippot. Il est professeur des universités, praticien hospitalier. Il dirige le service de rhumato de l'hôpital Roger-Salingro à Lille. C'est un des grands spécialistes des rhumatismes inflammatoires chroniques, de la spondyloarthrite. Il est très actif en recherche clinique, il publie régulièrement, il enseigne. Il est rédacteur en chef aussi du site rhumato.net. Un dernier mot, nous aurons la possibilité de poser des questions à la fin de cette session. Donc, je vous engage à nous envoyer sur le chat toutes vos questions et je les exprimerai à votre place à la fin de cette présentation. Professeur Flippot, c'est à vous. Je vous remercie d'être avec nous ce soir. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et sensibles à cette introduction. Donc, ce soir, pas de match et de manifestation sportive, ce qui nous permet effectivement de consacrer ce petit moment après, j'imagine, une très chaude journée sur une pathologie passionnante. Vous savez que dans beaucoup de disciplines, il y a ce qu'on appelle la maladie vedette. Eh bien, à l'évidence, en rhumatologie, la maladie vedette est la polyarthrite rhumatoïde. Alors, je vous ai proposé deux parties. La première qui va être relativement rapide et imagée et qui va vous rappeler quelques souvenirs sur les bancs de la faculté pour ceux qui ont un petit cheveu blanc ou parfois plus de cheveux du tout d'ailleurs. Et puis on abordera la deuxième partie sur la partie prise en charge thérapeutique et l'interactivité, vous le verrez, se fera sur des petites QCM en fonction de l'actuel programme des demandes de connaissances minimales pour nos étudiants en médecine de 6e année. Alors cette polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui est absolument passionnante parce que c'est l'illustration même de ces maladies qui vont résulter d'interactions entre l'environnement et nous-mêmes, c'est-à-dire notre génétique ou tout ce qui va tourner autour de l'épigénétique. Comment imaginer qu'une maladie aussi visible n'apparaissent véritablement qu'en 1800, l'an 8 de la République. C'est un Français à Paris qui, dans sa thèse, à l'époque où la rhumatologie se limitait à la goutte, trouvait que c'était bizarre, au lieu d'avoir un homme plutôt jovial, joufflu, rougeaud, eh ben, ce sont des femmes très fatiguées, asthéniques, et il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'était que cette nouvelle goutte? Alors oui, c'est étonnant, parce que s'il y a bien une discipline qu'on peut étudier sur des millénaires, bah, c'est bien la rhumatologie, puisqu'en général, la seule chose qui reste, eh bien, ce sont les squelettes, bon, à défaut de ceux qui, bien sûr, incinèrent leur population, et que l'on regarde plusieurs milliers en avant ce qui reste notamment de l'Antiquité égyptienne. Vous avez ici une démonstration sur l'Inde, Abou Simbel, mais vous voyez ce doigt un petit peu en boutonnière ou col de cygne n'est ni plus ni moins qu'un artifice pictural. Vous avez des radiographies de carolingiens, donc ça c'est chez nous. Oui, on est quelques siècles après Jésus-Christ, mais il n'y a pas 10 observations probables de polyarthrite rhumatoïde érosive, à l'image de ce qu'on a très bien connu au 19e, au 20e siècle. Autrement dit, comment expliquer une maladie qui apparaît véritablement en 1800, qui a affecté des hommes célèbres, et vous avez ici Renoir en train de peindre à la fin de sa vie, bien évidemment au fauteuil roulant, avec des pinceaux attachés avec des bandelettes à ses poignets, une maladie qui entre 1950 et l'an 2000 a été divisée par 2, mais qui aujourd'hui représente encore près de 300 000 patients, et vous savez que les maladies dysimmunitaires, c'est quand même 1 million de patients. Alors bien sûr, on ne va pas faire à cette heure tardive de physiopathogénie complexe. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie multifactorielle. C'est une maladie dite de l'exposome. C'est une maladie des muqueuses. Et aujourd'hui,
les agents déclenchants principaux sont des agents de vecteurs, on va dire, respiratoires. Le tabac donne un risque de polyarthrite rhumatoïde sur terrain génétique prédéterminé multiplié par 30 à 40. C'est aussi élevé que tabac et cancer bronchopulmonaire. Et puis bien sûr, comme vous avez affaire à un ch'timi, même si je ne vais pas faire l'eau comme chaud parce que certains ne me comprendront pas peut-être ce soir, donc pour le ch'timi que je suis, eh bien, il y a 40 ans, il y avait un modèle expérimental, c'était le mineur de charbon avec l'exposition à la silice. Donc, cette maladie, aujourd'hui, oui, elle fait intervenir des facteurs de prédisposition génétique, mais ça n'est pas une maladie génétique. Elle s'associe à des facteurs qui, aujourd'hui, sont des facteurs très prévalents. Le surpoids et l'obésité, on avait appris que l'adipocyte, c'était une grosse cellule pleine de gras, ce sont des réserves pour l'hiver. Eh bien oui, mais on sait qu'il y a énormément d'inflammation à bas bruit. Il y a des adipokines pro-inflammatoires. On connaît maintenant les liens directs entre le stress et l'immunité. C'est peut-être l'alimentation qui reste le plus discutable, même s'il y a eu de grandes modifications dans notre alimentation. Alors, je vais vous montrer comment j'image l'explication de la polyarthrite pour mes patients. Soyons modestes, mes petits dessins ont été retravaillés par des vrais professionnels. Voilà, maladie multifactorielle à l'image d'une fleur du mal. Donc, il y a la prédisposition génétique. Elle n'est pas dans 100% des cas des facteurs génétiques connus, mais quand même 60 à 80% des cas, notamment sur le fameux terrain HLA-DR DR4. Là-dessus, il y a la petite graine. Et la petite graine, on ne sait toujours pas très bien ce que c'est. Alors j'ai mis, pour des raisons didactiques, peut-être un agent infectieux, puisque aujourd'hui on est encore ignorant de plus des 2/3 du monde de l'infectiologie. Mais une petite graine dans de la terre, il ne se passe rien. Les facteurs d'environnement sont déterminants, à l'image de l'eau et du soleil, pour que ça puisse germer. Et pour avoir effectivement la fleur du mal, même si vous faites du bio, la chronicité, la chronicisation, elle se fait sur des dérèglements immunologiques, puisqu'on fait tous les jours une petite maladie auto-immune, tous les jours un petit cancer, mais on a en nous les mécanismes de régulation. Donc, on a énormément progressé en termes de connaissances physiopathogéniques. On n'est pas sur une maladie initialement de l'articulation. On est une maladie initialement sur l'interaction génétique exposome et notamment au niveau pulmonaire. Le deuxième élément, c'est que la maladie, comme ça a été dit en introduction, n'est plus du tout la maladie sévère que l'on a connue au XXe siècle. Là, je vous montre 4 images, les déformations rhumatoïdes, les destructions majeures, les vascularites graves et l'amylose. Tout ceci, aujourd'hui, a quasiment disparu. Il n'y a quasiment aucune polyarthrite ayant débuté au XXIe siècle, avec des déformations et des ostéolyses majeures, avec des vascularites graves, et l'amylose AA, l'amylose secondaire, a disparu. Et de même, pour les complications très graves, comme vous le voyez ici, ce qu'on appelle les scléromalacies perforantes, les neuropathies avec purpura extensif. Et voyez, à droite, moi j'ai commencé dans les années 1980, oui, ça commence à dater. Quand je suis arrivé, ce malade venait de quitter le service, très clairement, pour aller se faire amputer de ses pieds. Aujourd'hui, dans mon service, il y a entre 0 et 1 cas par an, avec à peine des petites ulcérations nécrotiques autour des ongles. Et quand on regarde les destructions majeures, aujourd'hui, ça a totalement disparu. Donc les manifestations extra-articulaires graves ont quasiment disparu et les atteintes rhumatologiques destructrices graves ont quasiment disparu. Et en toute modestie, ça n'est pas que grâce à nous, c'est une conjonction de facteurs, on y reviendra. Ça va du diagnostic précoce à la prise en charge thérapeutique, mais aussi avec une évolution séculaire qui, en l'occurrence, est plutôt favorable à cette maladie.
Et voyez que sur le plan des progrès thérapeutiques, vous avez à droite des courbes qui montrent la diminution de mise en place des prothèses de hanche et de prothèses de genoux. Et voyez que les courbes montrent une diminution à partir de la fin des années 1990. Les fameuses biothérapies, les thérapies ciblées, ont été vraiment disponibles qu'à partir de 2003-2004, mais à l'époque, on les a données aux malades les plus sévères et déjà détruits. Autrement dit, les biothérapies ne sont en rien responsables déjà de cette diminution notable de la chirurgie prothétique. Alors, bien sûr, la polyarthrite rhumatoïde reste aujourd'hui une maladie parfois complexe, parce que vous savez que les maladies auto-immunes, sur ce terrain dit immunitaire, à prédisposition génétique DR1, DR4, eh bien, elles peuvent s'associer. Donc, énormément de patients-patientes associent à leur polyarthrite rhumatoïde une thyroïdite, 20 à 25% un syndrome de Sjögren secondaire, avec cette exocrinopathie, sécheresse oculaire, buccale, cutanée, muqueuse, vaginale, le diabète de type 1 et parfois une maladie cœliaque ou autre. Donc, bien évidemment, la complexité, elle peut être associée à plusieurs maladies auto-immunes. Il y a encore des atteintes extra-articulaires et aujourd'hui, la plus fréquente et potentiellement la plus grave, c'est la PID, la pneumopathie interstitielle diffuse. C'est 20 à 30% des malades. Elle peut être dans 10% des cas à extension fibrosante. Donc, il y a bien sûr encore une gravité potentielle, surtout sur l'atteinte pulmonaire. Et en fait, nos malades aujourd'hui, ils ne décèdent pas, ils ne décèdent plus de leur polyarthrite rhumatoïde avec une luxation cervicale, avec une amylose. Eh bien, ils ont une surmortalité cardiovasculaire avec la prévalence élevée des facteurs de risque dits conventionnels et tout le surrisque d'athéromatose accélérée par l'inflammation de bas grade. Donc, c'est l'atteinte cardiovasculaire. Pour vous donner une idée, une polyarthrite rhumatoïde, à elle seule, c'est un risque coronarien et d'AVC équivalent à un diabète de type 2. Donc, l'inflammation systémique et les comorbidités sont des éléments aujourd'hui essentiels dans l'évaluation et la prise en charge de nos malades, dans la gravité potentielle de la maladie et bien sûr la complexité de prise en charge. On y reviendra par rapport au traitement. Alors, cette maladie, aujourd'hui, sur le plan du diagnostic, eh bien, c'est devenu très facile et difficile. Il y a plus de 40 ans, c'était facile. Quand je voyais les gens en consultation, ils avaient les doigts tordus, crochus, col de cygne, boutonnière. Ça faisait 3 ans que ça dure, ils étaient tout détruits. Le diagnostic était évident. Aujourd'hui, quand les premiers symptômes arrivent, eh bien, globalement, il n'y a parfois même pas de gonflement articulaire. Donc, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Sauf que, depuis 2007, donc depuis 20 ans maintenant, il y a un marqueur très spécifique, vous le connaissez bien sûr, c'est ce qu'on appelle les anti-CCP. Les ACPA, ce sont ces anticorps dirigés contre des protéines cycliques citrulinées. Et quand on a des anti-CCP à titre élevé, pour faire très simple, ça ne peut être qu'une polyarthrite rhumatoïde. Alors que le classique facteur rhumatoïde, eh bien lui, il est peu spécifique. Si vous faites une infection virale, une hépatite, une mononucléose, vous avez un facteur rhumatoïde. Si vous avez une pneumoconiose, voilà, si vous faites une endocardite, si vous avez une autre maladie systémique, le facteur rhumatoïde est volontiers présent, mais il est très peu spécifique. Donc c'est vrai que pour le rhumatologue, le diagnostic clinique est un peu plus difficile qu'il y a 40 ans. Par contre, il est considérablement simplifié par la présence et la spécificité, à tel point que depuis 20 ans maintenant, je dis à mes étudiants, un rhumatisme inflammatoire avec anti-CCP, c'est une vraie polyarthrite rhumatoïde, associée au risque d'érosion de destruction. S'il n'y a pas d'anti-CCP, ce qu'on appelait avant les polyarthrites
séronégative ou immunonégative pour éviter la confusion avec l'infection VIH, eh bien, ce n'est pas une vraie polyarthrite rhumatoïde, puisqu'on sait que ce n'est pas le même terrain génétique, ce n'est pas la même potentialité d'érosion et de destruction. Et du coup, qu'est-ce qui est nouveau? C'est que les gens consultent quand ils ont les douleurs articulaires, on va suspecter une polyarthrite rhumatoïde, on va demander les anticorps, et les anticorps sont positifs. Ah oui, sauf que la vraie polyarthrite rhumatoïde, et c'est ce qui est représenté sur ce schéma, la vraie polyarthrite rhumatoïde pour laquelle on a évalué l'efficacité des traitements, elle ne commence qu'avec les premières synovites, c'est-à-dire globalement sur ce schéma, la phase D. Autrement dit, l'histoire naturelle de la polyarthrite, merci papa, merci maman, j'ai hérité d'un terrain génétique de prédisposition depuis la naissance, et puis je vais me mettre à fumer, ou alors je suis encore au fond d'une mine, ou dans tout ce qui casse de la pierre, mais globalement je fume, tabagisme actif ou passif, merci papa, merci maman. Et là, je vais avoir une interaction pulmonaire avec activation de certaines enzymes qu'on appelle les PAD. Je vais citruliner mes protéines et je vais avoir la mise en route du dysmétabolisme immunitaire avec fabrication des anticorps anti-CCP. Et ces fameux anticorps, ils peuvent préexister aux premières douleurs, aux premières synovites de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans. C'est ce qu'on va appeler la phase de pré-PR ou de sujet à haut risque, car la complexité, c'est que la prise en charge thérapeutique, elle n'est validée qu'à partir du moment où les gonflements articulaires cliniques sont objectivés. Alors, je devais travailler un petit peu la physiopathogénie. Vous avez en 2023 une remarquable mise au point dans le New England Journal of Medicine. Et vous voyez que globalement, aujourd'hui, on identifie ce continuum de pré-maladie. Et vous devinez que quand on a des marqueurs spécifiques, eh bien demain, l'idée, ça sera de prévenir la maladie. C'est un petit peu compliqué, mais on a déjà des études de stratégie, malheureusement avec des traitements qui coûtent très cher, qui ne sont pas dénués d'effets secondaires et qui n'ont pas pour le moment d'efficacité au point de bloquer définitivement l'apparition de la maladie. Et voilà, globalement, ces beaux schémas que vous connaissez dans plein de disciplines, ces gros schémas complexes où ça fait très savant, mais ça permet surtout d'illustrer les mécanismes que l'on va utiliser pour développer les traitements d'aujourd'hui et de demain. Alors, cette notion de pré-PR, puisqu'on va parler après de l'intérêt potentiel du deuxième avis, eh bien régulièrement, on est confronté justement à ces patients, ces patientes, elles ont la fatigue, les douleurs, les anticorps de la polyarthrite, et là, effectivement, eh bien, il y a toute une pédagogie, car on n'est pas au stade de la vraie maladie. La maladie n'apparaîtra peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, avec aujourd'hui aucun traitement de fond validé. Et la seule chose, c'est d'agir sur les facteurs de risque, perdre du poids, arrêter de fumer, se brosser les dents, manger méditerranéen, être zen, et peut-être, mais c'est entre nous, un petit verre d'alcool, car effectivement, la consommation régulière d'alcool est associée à une diminution par 2 du risque incident de polyarthrite rhumatoïde. Ça, c'est une remarque que j'adore faire dans certains pays où l'alcool n'est pas conseillé, voire interdit. Alors, à ce stade, bien évidemment, les progrès, eh bien, c'est le 3e volet, c'est le volet thérapeutique. Donc, ça, c'était cette première partie, un petit peu, voilà, une petite vingtaine de minutes sur ce qu'on peut simplement en fin de journée retenir de cette grande maladie qui reste assez fréquente quand même, de ce qu'on peut appréhender de sa physiopathogénie actuelle sur une moindre sévérité
et l'identification des stades de pré-maladie. Alors, je ne sais pas si on s'interrompt quelques minutes à ce stade sur la partie diagnostic. Je me réfère à notre modérateur du soir. Écoutez, pour l'instant, je vous remercie, c'est passionnant. Moi, j'avais une question personnelle. Est-ce qu'il existe des modèles animaux en termes de recherche ou en termes de comparatifs, ou est-ce qu'on est les seuls à descendre au fond de la mine, à picoler, à fumer et avoir ce type de pathologie? Alors, il existe plusieurs modèles animaux. Le plus connu et celui qui se rapproche le plus de la maladie n'est pas du tout lié à un environnement, c'est l'arthrite au collagène. Donc là, ce sont des injections de collagène chez la souris et elles vont déclencher des réactions et des anticorps anticollagènes. Donc le modèle animal est un modèle, je dirais, très auto-immun et je n'ai pas la notion qu'on reproduise dans un modèle animal la maladie simplement en faisant fumer la souris ou en la mettant dans des ambiances où elle fume. Donc oui, il y a des modèles animaux, mais ce sont des modèles sur des actions plutôt d'ordre immunitaire. Et alors, j'avais une deuxième petite question. Les anti-CCP, finalement, on aurait les moyens de les doser chez la plupart des gens qui ont dans leur famille des antécédents de polyarthrite. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez? Et est-ce que, dans ces cas-là, comme le professeur Boulanger à Lille, vous recommandez, à partir du moment où on a ces anti-CCP, d'avoir une vie monacale la plus saine possible pour éviter? Alors en pratique courante, faire du dépistage quand il y a trop d'incertitudes sur la probabilité de développer la maladie et sans véritable stratégie préventive, j'ai fait un an et demi de cancérologie, c'est une très mauvaise idée. Donc, à ce stade, je le recommande pour ceux qui vont rentrer dans des cohortes de recherche clinique pour affiner la prédiction de développer une polyarthrite et pour rentrer dans des études de stratégie préventive. Autrement dit, si j'ai devant moi, eh bien, effectivement, une famille, eh bien, rechercher ces anticorps. Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne idée, les gens vont paniquer. Et après, ce que je vous ai dit, ne pas fumer, maigrir, faire du sport, être zen, manger méditerranéen, se brosser les dents et boire un petit peu de vin, eh ben, c'est la bonne santé française. Donc, ce n'est pas non plus des recommandations très spécifiques. D'accord. Alors, le chapitre thérapeutique, et là, je vous laisserai quelques réflexions. Donc, pendant des années, les rhumatologues ont utilisé les traitements en prenant les moins dangereux jusqu'aux plus dangereux. Mais comme par hasard, c'était des moins efficaces aux plus efficaces. Donc, c'était ce qu'on appelle une stratégie pyramidale et on n'a pas fait mieux que les architectes égyptiens avec le plateau de Saqqara, puis le plateau de Gizeh. Et voilà, on a fait une stratégie avec des mastabas qui s'empilent, avec une pyramide. Et vous voyez que l'éducation thérapeutique, déjà dans les années 1970, c'était en bas à gauche déjà une pierre essentielle à la stratégie thérapeutique. Alors, aujourd'hui, les messages clés, c'est importance d'un diagnostic précoce. Diagnostic précoce à partir des premiers gonflements articulaires. Globalement, le délai, c'est 3 mois. Dans les 3 premiers mois, le diagnostic doit être, si pas confirmé, mais globalement mis en avant pour conduire à la mise en route du premier traitement de fond. Et le premier traitement de fond dans le monde entier, on y reviendra, c'est le méthotrexate. À partir du moment où je suis sur un diagnostic précoce pour un traitement de fond précoce, dans les 3 à 6 mois qui suivent l'introduction du traitement de fond, je dois viser une cible qui s'appelle la rémission. J'y reviendrai. Et ça se fait avec des consultations de suivi et une optimisation et une intensification thérapeutique. C'est ce que les anglo-saxons appellent le treat to target, avec le tight control. Et toutes les recommandations nationales et internationales reposent sur cette base: diagnostic précoce, introduction précoce du premier traitement de fond, cible thérapeutique avec
une optimisation thérapeutique. Alors, dans les recommandations, eh bien, je vous montre, mais c'est simplement pour le plaisir des yeux, l'illustration des recommandations de la Société française de rhumatologie. Et vous voyez que globalement, tout commence avec au milieu clinical arthritis. C'est ça qui est parfois compliqué au stade des arthralgies isolées. Et à partir du moment où il y a les arthrites cliniques, on va faire simple. Arthrite clinique, c'est en général une femme en période périménopausique. 2 fois sur 3, elle a fumé. On fait le bilan sanguin, il y a les anti-CCP, hop, terminé. C'est une polyarthrite rhumatoïde débutante. Et à l'inverse, si vous avez facteur rhumatoïde et anti-CCP négatif, alors là, moins de précipitation puisqu'on sait déjà qu'il n'y a pas de potentialité de destruction. Donc, ça sera peut-être un Sjögren, ça sera peut-être un lupus, et puis ça sera peut-être bien d'autres choses, car bien sûr, il n'y a pas que les maladies dites immunitaires. Et sur le plan thérapeutique, eh bien, sur le plan thérapeutique, pour faire simple, c'est le méthotrexate. Et justement, on va s'arrêter quelques minutes dessus, parce que je pense que ce soir, la majorité des médecins sont des médecins généralistes, et vous allez voir ce qui est demandé pour les étudiants de 6e année. Et puis, on va avancer un petit peu sur le recours aux fameuses biothérapies. Mais la première étape, c'est le méthotrexate. Alors, un petit mot avant sur les traitements symptomatiques. Pas de crainte particulière, sauf contre-indication, quelqu'un qui a déjà fait 3 ulcères à l'estomac ou qui a 3 stents et des anticoagulants. Globalement, le traitement de symptomatique de première ligne, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens si le terrain de survenue est compatible et sur des durées courtes. Par contre, éviction des antalgiques de palier 2 et pas de palier 3, c'est peu ou pas efficace. Ça augmente la mortalité des rhumatisants et le risque de toxicodépendance est élevé. Et le troisième message, c'est la corticothérapie. Alors bien sûr, c'est un rhumatologue qui vous parle. Normalement, pas de prescription de corticothérapie en médecine générale tant que le bilan n'a pas été fait, que le malade n'a pas été vu par le rhumatologue. Et vous allez me dire, bah oui, mais mon rhumato, il me donne des rendez-vous à 3 mois, à 6 mois. C'est vrai et c'est faux. Le rhumatologue a en moyenne à peine une suspicion de polyarthrite rhumatoïde débutante par mois. Et en Ile-de-France, encore moins, puisque les patientèles sont plus petites, sauf exception. Donc, très clairement, quand vous avez une suspicion de polyarthrite débutante, avec 3 petits mots, si votre correspondant ne vous prend pas le malade, j'ai encore quelques années d'exercice et une certaine autorité, je plaisante bien sûr, vous me donnerez les coordonnées du rhumatologue qui ne voit pas en quelques semaines une suspicion de polyarthrite débutante. Bien sûr, pour soulager le malade efficacement et rapidement, il n'y a que la corticothérapie. Mais c'est vrai que l'idée de principe, c'est un petit peu formel, mais c'est de refuser potentiellement cette possibilité de corticothérapie. Alors bien sûr, le traitement, on va parler de traitement de fond, parce qu'on y reviendra, la complexité, parfois, elle se fait sur les comorbidités. Ben, c'est sûr que si ma personne est diabétique, ben, ça va être un peu plus compliqué. Et puis, je ne vais pas le développer. Toute maladie chronique aujourd'hui, importance de l'information, processus passif, importance de l'éducation thérapeutique, processus actif, rôle associé des associations de patients, tout ça, bien évidemment, n'a rien de spécifique à la polyarthrite. C'est ce que l'on met en place dans toutes les grandes maladies chroniques. Notre traitement de fond de première ligne, c'est le méthotrexate. Donc, je sais, vous avez travaillé. Elle est où ma QCM? Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir, mais quelques secondes, rien qu'à la lecture. Donc, ça, c'est les questions. Et vous savez que les étudiants de 6e année, la première épreuve actuelle de leur EDN, de leurs épreuves nationales, ils doivent avoir au moins 14 sur 20 sur les items de rang A et de rang B. Donc, sur le méthotrexate, il faut avoir au moins 14 sur 20. Donc, s'envisage le plus souvent par une prise orale quotidienne.
nécessite une supplémentation en vitamine B9, nécessite une surveillance biologique régulière, contre-indiqué chez l'homme qui désire un enfant et nécessite de vacciner au préalable contre les pneumopathies à pneumocoque. Donc, en fonction de vos régions, en fonction de vos écoles de formation, oui, je sais, il y a des rhumatologues qui disent « Moi, le méthotrexate, je m'occupe de tout ». Moi, je suis dans les Hauts-de-France et depuis 50 ans, on a considéré qu'un médecin généraliste, il est capable de vacciner, il est capable de surveiller une prise de sang, il est capable de prescrire une vitamine et globalement, il est capable de prescrire le méthotrexate. Et d'ailleurs, effectivement, vous savez que les cotations de sécurité sociale des experts, c'est avis consultatif et lettre à confrère. Il n'y a pas de prescription. Et pour la surveillance biologique, si demain mon malade est en leuconeutropénie, s'il faut prévenir le professeur Flippo qui est en balade à Tataouine ou en Polynésie française, le malade, il va mourir 10 fois. Donc, bien évidemment, sur cette première question, donc le méthotrexate, c'est le traitement de première ligne en monothérapie. C'est un traitement à administration hebdomadaire. C'est pour ça qu'il y a régulièrement la HAS qui renvoie des informations parce qu'il y en a qui prennent ça tous les jours. Et là, ça va finir par faire beaucoup. Donc, c'est hebdomadaire. On doit écrire le jour de la prise, orale ou sous-cutanée. Le petit piège QCM débile, ce n'est pas la B12, c'est la B9, c'est l'acide folique. Il n'y a pas de schéma unique. En général, c'est 5 à 10 mg par semaine, 24-48 heures après, ou alors on fait du dose pour dose, mais ça ne sert à rien d'en donner de trop. La surveillance biologique, c'est tous les 15 jours, les 3 premiers mois, puis une fois par mois jusqu'au 6e mois, puis tous les 2 à 3 mois. Et on surveille bien sûr surtout les paramètres hématologiques et les transaminases, donc leuconeutropénie et hépatite cytolytique. Oui, ça peut donner des pneumopathies immunoallergiques, c'est très rare. Oui, ils ont souvent fumé, ils ont peut-être parfois un poumon rhumatoïde associé ou un petit cancer pulmonaire qui débute. Officiellement, la radiographie de thorax, ça peut se discuter, ce n'est pas une obligation absolue. Les EFR ne sont pas du tout dans le bilan préthérapeutique. Par contre, le plus simple, c'est de les vacciner dès le début. Et donc aujourd'hui, une maladie auto-immune, c'est la grippe et la Covid-19 tous les automnes. C'est vaccination contre les pneumopathies à pneumocoque. Donc aujourd'hui, c'était du schéma, on ne va pas faire trop de pub, mais on était sur les Prevnar 13 puis Prevnar 20. Et aujourd'hui, il y a le Capvaxive qui, à l'évidence, est le plus adapté. Et puis, vous le savez, à partir de l'âge de 18 ans, en cas de maladie immunitaire et de traitement immunomodulateur, il y a la vaccination Shingrix, 2 doses espacées de 2 mois. Et l'idéal, c'est de le faire dès le début parce qu'ils sont un peu moins immunodéprimés et il y a une meilleure réaction vaccinale. Quant à la contraception, elle est obligatoire chez la femme, mais chez l'homme, on s'en fout complètement. Au contraire, quand le malade va mieux sous méthotrexate, il y a une amélioration de la qualité du sperme, il n'y a pas de majoration des anomalies nucléaires et génétiques. Donc aujourd'hui, le CRAT, depuis 2024, il n'y a plus de suspension de traitement chez un homme avec désir de parentalité. Et pour la femme, c'est très simple, elle arrête en même temps que sa pilule. La demi-vie du méthotrexate, c'est quelques heures. Donc en 24 heures, il n'y en a plus. Donc la femme, elle arrête sa pilule. Et si 15 jours après, elle est enceinte, il n'y a aucun problème. Donc on arrête de traumatiser ces couples qui remplissaient dans le temps des paillettes, qui faisaient des... Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc ça, c'était pour le méthotrexate. J'espère que vous aviez toutes et tous au moins 4 sur 5. Alors le problème, c'est que avec le méthotrexate, un malade sur 2
un malade sur 3 obtient cette rémission. Cette rémission, c'est disparition des gonflements, c'est normalisation de l'inflammation systémique, c'est arrêt de la progression structurale, mais de toute façon, il ne progresse plus. Et en principe, il n'y a plus de corticothérapie, car la corticothérapie peut encore rendre service sur les premières semaines, les tout premiers mois, le temps que le traitement de fond contrôle la maladie. Cette rémission, on va être honnête, elle est essentiellement clinique, avec les 4 critères que je vous donne, clinico-biologiques. On n'a pas forcément besoin d'utiliser des scores composites à partir du moment où le malade, moi j'ai plus mal, j'ai plus de gonflement, la CRP est bonne, les radios sont bonnes, j'ai plus de cortisone, on est dans les clous. Malheureusement, on est loin aujourd'hui avec le méthotrexate, pour lequel, en fonction de la tolérance, on augmente les posologies jusqu'à 20-25 mg par semaine. Eh bien, à ce moment-là, oui, il y a le recours aux thérapies ciblées. Les thérapies ciblées, c'est un item de rang A, c'est-à-dire dans les rangs prioritaires. Donc, les étudiants en médecine doivent savoir ce que c'est qu'une chimiothérapie et une biothérapie. Chimiothérapie, produit de synthèse chimique, biothérapie, produits biologiques, ce sont notamment les protéines de fusion et les anticorps monoclonaux. Et là, très honnêtement, je considère que c'est un peu délirant. Aujourd'hui, les rhumatologues libéraux, je ne sais pas si 3 sur 4 sont capables de donner la liste des biomédicaments des rhumatismes inflammatoires et leur mécanisme d'action. Oui, mais quand vous êtes en 6e année et que certains conseillers ministériels ont hiérarchisé de cette façon, voilà, on pourrait leur demander, dans la polyarthrite rhumatoïde, quelles sont les cibles thérapeutiques. Alors, je vous propose l'interleukine 1, l'interleukine 6, l'interleukine 17, l'interleukine 23, le TNF-alpha. Voilà l'exemple typique de la QCM débile, mais très très facile pour un enseignant. Alors, on ne va pas passer des commentaires là-dessus. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on peut cibler l'interleukine 1, l'interleukine 6, 17 et 23, c'est pour les spondyloarthrites, c'est-à-dire c'est ce qu'on va retrouver dans les spondylarthrites, le psoriasis et les Miki, et bien sûr, il y a le TNF-alpha. Et c'est là-dessus que je vais vous interroger. Donc, les anti-TNF, on dit aux étudiants, il faut qu'ils aient quelques notions parce qu'on les utilise dans presque toutes les grandes maladies inflammatoires, polyarthrite, spondylarthrite, rhumatisme psoriasique, arthrite juvénile, psoriasis, maladie de Crohn, rectocolite et certaines maladies, on va dire, systémiques. Alors, comme le temps passe quand même et qu'il reste 7-8 diapos, comme ce sont des protéines, c'est sûr qu'on ne peut pas les avaler, hein, parce que dans l'estomac, ça va être détruit. Donc, elles sont toutes administrées par voie IV ou sous-cutanée. Ils doivent être associés au méthotrexate si possible. Donc, l'association est recommandée parce que certains malades vont développer des anticorps contre leurs médicaments. Et le méthotrexate joue le rôle d'immunomodulateur et il diminue ce qu'on appelle l'immunisation contre le médicament biologique. Leur efficacité anti-inflammatoire se traduit par une diminution des risques cardiovasculaires, à tel point que certains ont été testés en cardiologie pure et dure. Et heureusement, 25 ans plus tard, il n'y a pas d'augmentation des lymphomes, il n'y a pas d'augmentation des tumeurs solides. Il y a un tout petit bémol sur les cancers cutanés non mélanomes. Donc, on a des données tout à fait rassurantes, un quart de siècle d'utilisation, avec IV ou sous-cutané pour l'ambulatoire. Ça diminue les accidents cardiovasculaires. Par contre, le domaine de risque, et c'est un autre item de rang A pour les étudiants, donc dans les notions de base qui doivent être acquis, c'est que les biothérapies anti-TNF-alpha sont associées à une diminution
des mécanismes de défense anti-infectieux. Donc, il y a une augmentation des risques d'infection sévère. Il y a un risque de réveil de tuberculose latente. Donc, dans le bilan préalable, il y a toutes les vaccinations et il y a le test IGRA pour être sûr de ne pas passer à côté d'une tuberculose latente, parce que si le malade est positif, il faudra le traiter. Et c'est un 3e item de rang A. Donc, vous voyez, ce soir, si vous repassez l'examen demain, on en aura fait 3 sur 240. C'est pas mal. On y est presque. Alors, très honnêtement, choisir parmi une vingtaine de thérapies ciblées, eh bien, effectivement, c'est un choix qui est toujours difficile parce que, à l'inverse de la cancérologie, nous n'avons pas de médecine personnalisée. Il n'y a pas de marqueur tissulaire, il n'y a pas de marqueur sérique qui dit vaut mieux bloquer le TNF, vaut mieux bloquer l'IL6, vaut mieux le lymphocyte B, lymphocyte T. Donc aujourd'hui, ça reste toute une série de critères, dont l'expérience, dont le coût, qui fait qu'on utilise encore volontiers les anti-TNF en première ligne. Alors, pour ouvrir la discussion, je vais aller jusqu'au bout, avec le fait que j'ai parlé de biothérapie, mais il y a des petites molécules qu'on appelle les targeted thérapies. Donc, en rhumatologie, c'est les inhibiteurs de Janus kinase, il y en a 4. Donc là, ce sont des thérapeutiques qui se rapprochent de l'oncologie, hématologie. Ce sont des traitements très efficaces par voie orale, mais aujourd'hui, dans une grosse étude, il y a des interrogations sur l'augmentation des risques cardiovasculaires, sur l'augmentation des risques néoplasiques. Donc, la position européenne et nationale, c'est globalement de les garder en réserve en cas d'échec des autres thérapeutiques. Donc, on se les garde un petit peu en réserve. Alors, bien sûr, pour arriver à l'expertise et l'intérêt potentiel du deuxième avis, oui, il y a beaucoup moins de formes graves, destructrices à l'image du XXe siècle, mais certains malades restent difficiles à prendre en charge. C'est le difficult to treat, D2T, ou le difficult to manage. Et la principale difficulté aujourd'hui, c'est les malades qui restent fatigués, douloureux, sans inflammation objective. C'est ce que j'ai appelé les NIRA, les non-inflammatory refractory. RA, c'est rheumatoid arthritis. Donc, il reste aujourd'hui des malades particulièrement actifs, d'où le maintien des recherches, et on est très proche de l'onco-hémato sur des anticorps bispécifiques, des CAR-T-cells ou des associations de biothérapie. La complexité aujourd'hui, c'est justement quelques malades en échec de tous ces traitements actuels. Ce sont ces malades qui restent fatigués, douloureux, sans inflammation systémique, ce qu'on appelle un état fibromyalgique associé. Et du coup, sur quelques années de participation sur cette expertise et le deuxième avis, au moment du diagnostic, dans mon expérience, ce sont surtout des gens qui sont interpellés au stade de pré-PR. Il n'y a pas vraiment la notion de synovite, ils sont un peu perdus et parfois le médecin, les propositions du premier rhumatologue peuvent être sujets à discussion. Donc il faut savoir expliquer ce stade, expliquer les études en développement, expliquer la prise en charge des facteurs de risque et le fait que le méthotrexate n'est pas un traitement validé à ce stade. Dans la polyarthrite établie, ce qui revient le plus souvent, c'est la proposition de biothérapie, la crainte des malades sur les risques, notamment tumoraux de ces traitements. Ça fait encore un petit peu peur. Donc, bien évidemment, il faut argumenter les différentes alternatives. On peut les rassurer. 25 ans d'utilisation et la mortalité est inférieure chez les malades sous biothérapie que chez les malades qui n'en ont pas. Discuter, bien sûr, laisser le temps de la réflexion, le temps de la réévaluation, car aujourd'hui, il n'y a pas autant d'urgence qu'il y en avait il y a 20 ans, 25 ans. Et donc, mes deux dernières petites diapositives, c'était la conclusion et on est à peu près on time. Je devais viser 19h45,
mais si certains me connaissent, je suis très bavard. Donc, vous allez voir comment j'ai conclu en images et après, la discussion sera open. Donc, effectivement, j'avais terminé sur le fait que même s'il n'y a plus de prescription initiale hospitalière, oui, c'est quand même des maladies que les rhumatologues voient un peu tous les jours, mais ils n'en voient pas forcément beaucoup. Donc, c'est vrai que l'expertise, comme dans toute maladie un petit peu plus spécialisée, bah, bien sûr, elle est non négligeable. Mais bien sûr, j'ai un conflit d'intérêt parce qu'avec bientôt 45 ans d'expertise dans le domaine, bah, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assise. On comprend bien sûr l'intérêt potentiel du deuxième avis. Et voilà effectivement ce que j'espère. Mais là, je rêve. Donc effectivement, il y a quelques années, quand la polyarthrite démarre à gauche, ben, c'était plus jamais ça. Et très clairement, aujourd'hui, sauf quelqu'un qui va se reculer au fin fond d'une grotte, au fin fond de la Lozère, oui, peut-être, mais effectivement, cette maladie qui, à un moment donné, était une maladie liée aux peintures et au plomb, c'est pour ça que plusieurs grands peintres eh bien, ont été affectés. Voilà, Raoul Dufy a offert à l'industrie pharmaceutique le tableau sur la cortisone. Je ne sais pas si un patient m'offrira demain une superbe toile qui aura la valeur d'un Raoul Dufy sur la prise en charge de sa polyarthrite. Voilà pour ces 45 minutes un peu sténiques. Eh bien, écoutez, professeur Flippo, mille merci parce que c'était passionnant. J'ai appris plein de trucs. J'ai trouvé ça vraiment captivant et passionnant. J'ai plusieurs questions qui sont revenues par le groupe. Je vous propose peut-être de les lister, puis vous choisissez celles qui vous paraissent les plus intéressantes pour vous. La première, c'était concernant le motif de demande de rendez-vous en urgence chez le rhumato pour des gonflements extra-articulaires. Comment réagissez-vous et que marquer ou que préciser dans le courrier? Un deuxième qui est le message rassurant que doit véhiculer le médecin généraliste après la consultation en rhumato. Est-ce que ça peut s'accompagner, par exemple, de consultation avec un thérapeute, un psy, comme on le fait en cancéro ou en cardio quand on annonce un diagnostic sévère au patient? Quel diagnostic différentiel peut être piégeux pour un médecin généraliste? Existe-t-il des associations de patients? Et enfin, est-ce que la grossesse fait flamber la polyarthrite rhumatoïde? Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais les prendre dans le désordre et en fonction de mes capacités mnésiques. Donc, la grossesse, classiquement, induit une rémission immunologique. Donc, pendant la grossesse, c'était très pratique, même si ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas 100%. La grossesse est associée en règle générale, dès le deuxième trimestre, à une amélioration, d'où l'absence de traitement. Ce n'est pas toujours le cas, mais aujourd'hui, les anti-TNF peuvent parfaitement être prescrits chez une femme enceinte. Le plus important, c'est qu'une femme enceinte n'ait pas de maladie active. Donc, si besoin, si elle n'est pas améliorée naturellement, on pourra la traiter naturellement. Oui, bien sûr, il y a des associations de patients. Globalement, il n'y en a que deux. Il y en a une qui s'appelle AFPRIC. Alors, ce n'est pas l'agence France-Fraise, c'est l'association France Polyarthrite, AFPRIC. Et la deuxième qui s'appelle ANDAR, ANDAR, l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde. Donc, il y a deux associations qui travaillent plutôt la main dans la main et elles sont très actives puisque la semaine dernière, j'étais au Palais Bourbon et donc à l'Assemblée nationale, on avait, à la demande des associations, on a fait un échange sur la polyarthrite rhumatoïde et les problématiques de santé que ça pose. Et donc, troisième élément, a été évoqué avec une de mes psychologues, la consultation d'annonce. Et effectivement, de plus en plus, le cancer est une maladie chronique. Les cancers du sein qui vont récidiver parfois sur 20 ans, 30 ans. Effectivement, démarrer une polyarthrite rhumatoïde, ça va bouleverser toute votre vie active. Donc, c'est en réflexion parce qu'on est, nous, médecins, convaincus de l'intérêt potentiel pour certains malades. Il ne faut pas non plus trop psychiatriser tout ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de psychologues cliniciens. Il y en a très peu. Il n'y a pas de cotation. Donc, c'est une denrée rare et qui n'est pas rémunérée. Mais c'est effectivement une réflexion. Et l'idée, ça serait d'avoir
2-3 consultations pour expliquer un petit peu la maladie. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, mais on est tout à fait dans un schéma de maladie qui justifie une consultation d'annonce ou des explications et parfois une aide psychologique. Et si je reviens sur les 2 toutes premières questions, donc forcément je les ai un tout petit peu oubliées, il y a les signes doivent alerter le médecin généraliste. Donc ça a été fait il y a plusieurs années, c'est très simple, c'est gonflement articulaire. À partir du moment où sur les mains, il y a 2-3 articulations gonflées, c'est-à-dire que quand on appuie, on sent une petite tuméfaction. Et que ça dure déjà depuis quelques jours et quelques semaines, puisque déjà le temps que les gens viennent consulter leur médecin généraliste, il se passe déjà un certain temps. Donc, à partir du moment où il y a gonflement sans cause évidente, ce n'est pas une femme qui n'a pas été vaccinée et qui fait la rubéole ou qui fait un parvovirus B19. Bien sûr qu'il y a des diagnostics différentiels. Quand ça gonfle, rhumato. Le deuxième signe, c'était la raideur matinale de plus de 30 à 45 minutes. Quand on se réveille après 50 ans et qu'on met 10-15 minutes pour s'échauffer, ça va. Mais quand c'est 30-45 minutes, c'est trop long. Rhumato. Et après, il y avait le squeeze test, c'est-à-dire sur les MCP et sur les MTP, la pression latérale. En fait, il y a très souvent des petites bursites infracliniques. Quand les gens ont des douleurs à la pression, eh bien, rhumato. Et le rhumato, il suffit d'écrire, c'est votre correspondant, suspicion de polyarthrite débutante. Point. C'est clair. Mais bien sûr qu'il y a des pièges. Et chez les gens plus âgés, le piège le plus fréquent, c'est la chondrocalcinose, parce que ça va gonfler, ça va déformer. Mais là, on a plutôt 70-75 ans, mais la polyarthrite peut démarrer à 70 ans. Donc oui, il y a des diagnostics différentiels, mais il vaut mieux pêcher par excès. Et puis si le rhumato dit bah non, tatati tatata, bon. Et puis c'est vrai que la petite prise de sang, ça aide. Facteur rhumatoïde anti-CCP, anticorps antinucléaire, c'est quelque chose, quand on avait fait le référentiel HAS 2007, qui peut parfaitement être demandé par un médecin généraliste. Génial. Est-ce que vous acceptez une dernière question qui est revenue en boucle? Absolument. Indication des infiltrations de cortisone si une seule articulation est atteinte et douloureuse. Alors, ça fait toujours partie de la prise en charge quand il y a 1 ou 2 articulations gonflées, plutôt les grosses que les petites. Donc, bien évidemment, l'infiltration reste tout à fait dans la panoplie thérapeutique. Souvent, on attend l'effet du traitement de fond et s'il reste un poignet, 1 ou 2 doigts, hop, une petite picouse, une petite dose de cortisone. Et puis après, bien sûr, il y a le genou. Quand le genou est gonflé, ça fait hyper mal parce que la capsule est sous tension. Et là aussi, pour nos collègues médecins généralistes, aujourd'hui, à la faculté de médecine, il n'y a plus d'enseignement de spécialité non médecine générale. Il n'y a presque plus rien. En rhumatologie, on a 2 enseignements, entre guillemets. Et un, c'est mannequin, piqûre, infiltration, ponction de genou. Donc, en théorie, tout médecin généraliste doit savoir ponctionner, infiltrer un genou, un coude et un canal carpien. En théorie. Bon. Eh bien, écoutez, professeur Philippot, 1000 merci, c'était passionnant. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je pense que, comme moi, vous avez appris ou réappris ou découvert un certain nombre de choses. Un grand merci à toute l'équipe de deuxièmeavis.fr sans qui ce webinaire n'aurait pas été possible. Je vous rappelle que, premièrement, il va être disponible en replay dans quelques heures. Et deuxièmement, n'oubliez pas de remplir les questionnaires d'évaluation pour nous permettre de nous évaluer et de progresser en permanence. Très bien, merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne soirée et bon retour chez vous pour ceux qui ont à affronter la canicule. Et Dieu sait si les canicules s'emballent en ce moment. Bonne soirée.